L'une des erreurs très communes faites par les entrepreneurs, c'est d'être obsédés par leur croissance avant même d'avoir commencé à travailler leur activation. Alors l'activation, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques que vous allez déployer pour faire en sorte qu'un pourcentage plutôt élevé de gens arrivant sur votre site s'inscrivent et utilisent votre produit. Et c'est vraiment essentiel, l'image que je donne tout le temps. Alors il y a deux choses très importantes à travailler avant de travailler son acquisition, c'est-à-dire le fait d'amener des nouvelles personnes, c'est travailler son activation et ensuite travailler sa rétention. Et si vous ne travaillez pas votre activation et si vous ne travaillez pas votre rétention, vous prenez en fait le risque d'avoir un peu un panier percé où vous allez mettre de l'eau et l'eau va couler et vous n'allez rien bâtir de sustainable et qui va durer dans le temps. C'est pour ça que la première étape, c'est au moins de faire en sorte que les gens qui viennent sur votre site s'inscrivent et utilisent votre produit. La deuxième chose, je vous conseille d'être affreux et d'être extrêmement dur vis-à-vis de vous-même concernant les taux de conversion que vous devez constater sur votre plateforme. La plupart du temps, les entrepreneurs ont tendance à avoir une sorte de wishful thinking un peu léger par rapport aux résultats qui s'imposent. Vous ne souffrirez jamais de vous imposer des objectifs trop exigeants. C'est la seule façon. C'est un peu comme si vous vous entraînez à un sport, vaut mieux se fixer un temps inatteignable et de tous les jours essayer de l'atteindre plutôt que de fixer un truc que vous atteignez sans aucun problème et ne jamais faire aucun progrès. Donc la clé pour justement faire des progrès et faire de la magie, c'est ça. Nous, on joue à ce jeu des fois à The Family quand les gens nous demandent Alors, je ne vais pas vous dire que ça doit faire plus de 10%, 20%, 30%. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre industrie, ça dépend de votre état, ça dépend de votre maturité. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on demande à un entrepreneur un taux d'activation beaucoup plus haut qu'il n'aurait imaginé et qu'il commence à le mesurer de façon assez obsessive, il finit par l'atteindre et il finit toujours par le dépasser. On peut voir des surprises incroyables. Et ce n'est pas rare de voir des startups qui ont plus de 30 ou 40% de taux de conversion sur leur landing page ou sur leur home page. Alors, comment on active un utilisateur? C'est extrêmement important de définir quelle est la première action et l'action principale qu'un utilisateur doit faire. L'un des grands problèmes, c'est qu'on a souvent l'impression, quand on entend les pitchs de start-up, que vous êtes des couteaux suisses avant même d'avoir coupé quoi que ce soit et qu'on peut tout faire, mais donc en fait finalement pas faire grand-chose. Et essayez de définir très précisément quelle est la feature principale de votre site et quelles sont les features secondaires. C'est vraiment, ça peut vous paraître bête et idiot, mais pourtant c'est très rare. Si vous voulez un modèle du genre, vous voyez Mention, je le dis, j'ai adoré cette presse et j'adore ce produit. Mais si vous allez sur la homepage de Mention, vous verrez que seulement la feature principale est marketée, alors que vous pouvez faire plein de choses avec le produit. J'utilise ce produit pour des dizaines de trucs à The Family. Aucun n'est marketé sur leur homepage. Je ne pense pas que Mention s'est jamais marketé comme un outil de suivi de deal flow pour détecter des startups qui ont de la croissance. Vous comprenez que ça pourrait paraître absurde à côté d'un mixeur et d'un rabatteur pour trouver les meilleurs cocktails à la mode. donc vraiment définissez quelle est l'action principale de votre site et essayez de vous focuser là-dessus. Alors, vous ne pouvez avoir qu'un seul objectif d'activation. Et l'activation peut vouloir dire des choses plus ou moins dures. Si vous êtes un site de e-commerce, l'activation, par exemple, c'est le fait de vendre un produit. Si vous êtes un produit en freemium, c'est peut-être d'obtenir l'email, etc. Donc là, je vous ai mis une liste, avoir l'email des gens, leur faire ouvrir un compte, leur faire lire quelque chose, etc. Attention à ce sujet-là, à ne pas tomber dans des histoires de vanity métrique. Par exemple, imaginez que YouTube soit obsédé par le fait de vous faire inscrire sur leur site. Ça n'aurait pas de sens. La seule obsession de YouTube, c'est de vous faire voir des vidéos. Donc, ne tombez pas en fait dans le piège de vouloir mesurer les mauvaises choses et de vous définir par des choses qui ne comptent pas pour vous. Définissez très précisément ce qui compte et tenez-vous à ça. Attention, ne confondez pas activation sur la home page et activation sur les landing pages. Vous pouvez voir ça de la façon suivante. La home page, c'est la page qui traite vos opportunités. Une opportunité, c'est quoi? C'est ce qui vient à vous. Les landing pages sont les pages qui sont le reflet de votre stratégie. Votre stratégie, c'est ce que vous décidez de faire.
Vous devez définir très précisément qu'est-ce que votre stratégie et quelles sont vos opportunités. C'est pour ça que par définition, une homepage doit être extrêmement neutre et essayer d'être le plus large possible pour convertir n'importe qui, quelle que soit l'opportunité, alors qu'une landing page est extrêmement précise et vous pouvez avoir des stratégies de landing page extrêmement précises si vous savez driver du trafic qui est parfaitement adapté dessus. Donc, vraiment réfléchissez en termes de landing page et notamment si vous avez un peu de budget, là j'ai vu qu'il y avait des gens qui dépensaient de l'argent sur Facebook ou je sais pas quoi, si vous avez un peu de budget pub, n'envoyez jamais une pub sur une home page. Moi je vois à longueur de journée des startups qui envoient les gens sur leur home page, c'est terrible. Quand vous définissez une pub, vous devez définir sa cible et vous devez absolument savoir à qui vous vous adressez, avoir un segment très précis en tête et envoyer les gens sur un lien unique où vous pouvez traquer le rapport entre la value proposition que vous exprimez et le résultat que vous obtenez. Donc, la dernière fois, j'ai fait sur les homepages, il y a pas mal de caractéristiques communes, donc je vais passer. Mais il y a des petites différences quand même entre une homepage et une landing page. C'est que d'abord, une landing page doit limiter la navigation un peu comme une homepage et elle doit se focaliser sur votre objectif. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est l'usage de votre produit, faites en sorte que la landing page soit un usage et un onboarding. Récemment, j'ai vu une startup plutôt sympa qui, sur sa landing page, faisait carrément utiliser leur machine virtuelle. Et j'ai trouvé ça très malin parce qu'il n'y avait aucun blabla, il n'y avait rien. Vous tombiez tout de suite sur la machine virtuelle et vous pouviez appeler l'API et vous pouviez utiliser l'API. C'est extrêmement efficace comme conversion parce que d'un seul coup, les gens voient directement quel est le produit. Évidemment, comme d'habitude, single call for action. On m'a dit qu'il fallait répéter les trucs 21 fois pour qu'on les sache. Donc vous allez voir, je vais me répéter de growth hacking en growth hacking meetup. Faites attention au type de langage que vous avez et la landing page, c'est un endroit incroyable pour tester des choses complètement dingues et complètement folles. N'hésitez pas sur vos landings à avoir des approches très radicales pour voir ce qui marche en termes de copywriting. Soyez vraiment radical, fou, créatif sur votre façon de copywriter vos sites. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut changer. Nous on a Bunker qui, je pense, restera mon traumatisme de l'année. Je ne comprendrai jamais pourquoi PowerPoint Killer marche beaucoup mieux que PowerPoint Antidote. Pourtant, c'est le cas. Et donc, vous voyez à quoi ça peut tenir. Ça peut tenir à des choses un peu absurdes. Pourquoi tout le monde a envie de tuer Microsoft, je ne sais pas. Mais toute évidence, ça répond à quelque chose dans le cœur des geeks. Alors que l'idée d'avoir un antidote, beaucoup moins. Alors que vous pouvez vous dire, en termes de sens, c'est la même chose. Une autre stratégie que vous pouvez avoir en termes d'activation, c'est quand vous n'êtes pas tout à fait prêt, c'est avoir des stratégies de mise en scène et d'hollywoodisation de vos lancements. Une grande réussite l'année dernière, ça a été la page Mailbox avec leur fake... avec leur fake scaling. Ils ont expliqué à tout le monde que c'était vachement dur à scaler alors que c'est l'infrastructure Gmail, il n'y a rien à scaler. Enfin, Mailbox n'a pas fait le boulot et je vous assure qu'1 million d'utilisateurs Google sait gérer en fait. Mais ça a été, enfin, ils en ont fait tout un pan et tout un storytelling qui a été incroyable. D'abord, il y avait une liste d'attente qui était infernale, qui a été pipée dès le début avec des centaines de milliers d'attentes alors qu'en fait, il n'y avait personne. La deuxième chose, c'est que vous le vouliez ou non, vous avez beau être dans l'industrie, savoir que c'est complètement pipé, etc., ça reste super fun. Moi, j'ai attendu à regarder pendant 2 semaines mon compteur. Ah ouais, plus que 100 000 personnes et je vais avoir Mailbox, je vais pouvoir me la péter. C'est universel ce genre de sentiment. Vraiment, ça fait appel à des choses assez fondamentales. Et la dernière chose, c'est que en plus, ils ont même fait des articles sur le scaling d'un service et la croissance linéaire, etc., en mettant des gens en liste d'attente. Et donc, ils ont même pu faire des recrutements comme ça en allant dans des publications spécialisées. Et donc, n'oubliez jamais qu'en fait, ces stratégies-là, quand elles sont bien menées et bien exécutées, peuvent vous ramener énormément de trafic. Ne passez pas de temps à optimiser vos textes, ça sert dans 90% des cas à rien. Passez votre temps à optimiser vos titres et vos sous-titres, c'est-à-dire les choses que les gens lisent. Vous seriez choqué de voir la réalité concrète de ce que les gens lisent sur l'Internet. Et d'ailleurs, regardez-vous honnêtement. Jouez au jeu de quand vous êtes sur un site Internet, qu'est-ce que vous avez retenu sur la page. Vous verrez que c'est très peu. On est tous derrière Internet, des sales gamins affreux. Et la distance entre 2 clics, on a l'impression que c'est un marathon.
C'est incroyable de constater le mismatch qu'il peut y avoir entre un entrepreneur qui pense que ça ne va pas être compliqué d'activer les gens et de faire que les gens utilisent leurs produits et la réalité d'utilisation d'un produit par la plupart des usagers. Je crois que j'ai déjà dit aux 2 premiers meet-ups, je vais le dire encore une fois et je pense que je vais le dire 50 fois, créer une iconographie pertinente, c'est une technique extrêmement simple pour créer de l'émotion et créer de la conversion. L'une des meilleures façons d'activer les gens, c'est par l'image. Les images sont extrêmement puissantes sur Internet. Utilisez tous les services de distribution que vous avez à votre service et soyez le plus exhaustif possible. Alors, vous avez des trucs comme Early Bird, Beta List ou je ne sais pas quoi, mais quand vous êtes en mode launch, vous devez être un barbare. Vous devez pas sous-estimer la moindre source d'acquisition et en fait, c'est jamais… Comme a été dit dans la première présentation, comme vous essayez de découvrir la loi de Pareto, pour découvrir les 20% de choses qui produisent les 80% de valeur, il va falloir en essayer beaucoup avant de se concentrer. Donc il y a forcément une phase d'ouverture et forcément une phase de fermeture. Si vous voulez des outils qui sont plutôt cool, alors évidemment Launchrock, mais sinon je ne sais pas, qui connaît Unbounce ici? Ça commence à être pas mal ce truc. Hein. Unbounce, mine de rien, ils ont un avantage comparatif sur tout le monde, c'est que c'est des gens qui analysent vraiment les techniques de landing et de conversion et vous pouvez écouter leurs conseils et leurs tutos et leur produit a été implémenté pour réussir ce genre de stratégie. Ça marche mieux en B2B qu'en B2C d'ailleurs, c'est plutôt de la stratégie B2B. Votre headline doit toujours être votre value proposition. Encore une fois, je me répète, mais vous devez absolument faire comprendre aux gens en moins de 3 secondes ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors, un truc vachement intéressant, c'est que les longs copy… J'ai un critère maintenant. Les longs copywriting marchent vachement bien pour les choses chères et les short copywriting marchent vachement mieux pour les choses pas chères. Je vais vous le dire de façon doctrinale. C'est documenté pour plein de raisons, mais si vous vendez quelque chose de cher, n'hésitez pas à rentrer dans des long form design pages, etc. Alors, prenons 3 exemples de call for action que j'aime beaucoup. Le premier, a web and mobile developer best friend, New Relic for better performing apps. Vous voyez, en 3 minutes, vous comprenez que d'abord, ils sont bienveillants. Donc, empathie, émotion. Deuxièmement, vous avez en une ligne la proposition de valeur. Et vous avez un bouton en rouge qui vous dit « Create my free account ». N'hésitez jamais à rappeler que c'est gratuit quand c'est gratuit. Décomplexons-nous. Vous savez, les Américains sont bien plus doués que nous en moyenne sur ce genre de bullshit marketing parce qu'ils sont très décomplexés. Ils sont très décomplexés par rapport à ce genre de choses. Liam, la première fois que j'ai rencontré Liam, il m'a raconté une blague qui était révélatrice de ce qui se passe. Et quand on rencontre un start-upper moyen en France, il vous explique qu'il utilise TCP/IP et qu'il a un protocole HTTP, mais vous n'avez toujours pas compris ce qu'il développe. Alors que quand vous rencontrez un entrepreneur moyen dans la vallée, vous trouvez ça génial ce qu'il fait, et vous lui dites « mais alors je peux le tester ?» Il dit « ah non, non, mais je n'ai même pas commencé à le développer ». Et donc il y a peut-être un juste milieu entre tout ça à trouver, et c'est peut-être ça qu'on va bâtir ensemble. Mais en tout cas, n'hésitez pas à free stuff, amazing stuff, incredible, crunchy cookies, je ne sais pas quoi. Regardez, aujourd'hui on m'a fait remarquer un truc, les paquets de cookies. Un paquet de cookies en France, il y a marqué Old Traditional Fashion Cookies. Aux États-Unis, c'est New Crunchy Crunch. Et je pense que l'esprit des deux pays est là. Malheureusement, ça marche mieux cet esprit un peu vieux jeu et sobre pour vendre des cookies que pour vendre des sites internet. Dans la compétition mondiale pour vendre des sites internet et des produits, vous avez plutôt intérêt d'être du côté du Crunchy Cookie Crunch que du côté old-fashioned homemade cookie. Treehouse, a better way to learn technology, learn to build websites, create iPhone and Android apps, code with Ruby on Rails and PHP, or start a business. Dans le genre limpide, vous êtes là. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué en fait de faire des choses limpides. Et start learning today, typiquement le genre de conversion qui paye, beaucoup mieux que start. J'ai eu start aujourd'hui. Ou encore très célèbre click here. Et vous ne savez pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ma carte de crédit est débitée si je clique. Le troisième, c'est un peu la même chose. Ne laissez jamais rien à l'imagination des utilisateurs. Un principe extrêmement simple. Répétez-vous cette règle souvent.
S'il y a quelque chose de sous-entendu, c'est qu'il y a quelque chose de mort. Vous ne pouvez rien laisser au hasard et vous ne pouvez rien laisser sous-entendu. Ne laissez rien à l'imagination des utilisateurs. Soyez le plus explicite possible, soyez PG-18, c'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas supposer et ne jouez pas au malin. L'une des erreurs typiques que je vois sur les pages qui essaient d'activer, c'est que les gens font les malins. Ils font des blagues de geek que personne ne comprend. Ils font des références à une référence de référence que seule leur équipe connaît parce qu'ils ont vécu 3 ans ensemble et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne convertit pas. Donc soyez extrêmement terre à terre et soyez extrêmement précis. Alors, il y a un type qui s'est fait chier à faire tous les onboarding du monde et faire des screenshots et les analyser. On vous a fait un short link sur SlideShare. Donc c'est SlideShare avec un point avant le RE. Donc SlideShare /1E T majuscule 2 FFM. 1E T majuscule 2 FFM. De toute façon, on mettra le slide en ligne. C'est incroyable comme presse, ça fait 200 slides, mais c'est vraiment génial. Parce qu'ils se sont vraiment fait chier à se taper tous les sites un par un. Et alors, je ne vais pas le dire autrement. L'une des meilleures façons d'apprendre, c'est copier. Je ne sais pas dans ce pays quand est-ce qu'on a perdu la tradition de copier pour apprendre, mais pendant très longtemps, par exemple, quand on était écrivain, on écrivait des pastiches. Parce que c'était en écrivant des pastiches qu'on s'entraînait à devenir un bon écrivain. Et c'est en copiant ce qui se fait de mieux à travers le monde dans les sites les plus célèbres que vous finirez par avoir votre propre style et que vous finirez par comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui marche et essayer de le copier et de l'implémenter. Après, ne désactivez pas votre cerveau parce que normalement, il y a toujours une petite adaptation contextuelle. Alors, l'autre grand trip, la gamification. J'étais vraiment pas fan de gamification. Je me suis souvent moqué de gamification. Il y a même des vidéos en ligne de moi qui circulent de gamification. Alors, je fais un mea culpa public. J'ai un entrepreneur qui est rentré dans The Family qui m'a défoncé. Et vraiment, en fait, empiriquement, ça marche. C'est vachement, ça m'étonne, mais les datas sont là et je reconnais toujours la puissance des datas. Donc, je retire tout ce que j'ai dit sur la gamification et je vais vous faire un mea culpa complet puisqu'on va regarder ensemble des exemples de gamification. Vraiment, la gamification, c'est un mécanisme tout bête. C'est l'idée de transformer une action que peu de gens font en jeu en espérant que ça va augmenter le nombre de gens qui le font. Par exemple, j'ai vu ce rapport, Salesforce a implémenté un petit jeu pour que les commerciaux remplissent leurs fiches de rapport client. Avant le jeu, il n'y a personne qui l'a rempli. Après le jeu, où il y a juste un badge de la semaine à gagner, 98% des mecs la remplissent. Moi, je ne comprends pas l'humanité, mais j'admets le truc en fait. Non, mais vous vous rendez compte, il y a juste un badge à gagner virtuel et ça marche d'enfer. Alors, peut-être parce que c'est des commerciaux. Bon, elle était gratuite. Mais vraiment, c'est étonnant. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, par exemple, il y a le fait de mesurer le progrès des gens en leur montrant qu'ils ont parcouru un chemin. C'est tout bête, vous le voyez souvent, ça marche. N'hésitez pas à l'implémenter. Alors évidemment, trouver des récompenses. Et alors notamment, ne vous imaginez pas que les gens ont besoin de récompenses financières. Si vous devez regarder une vidéo là-dessus, c'est Science of Motivation de Dan Pink sur TED qui vous montre que les awards financiers marchent beaucoup moins que les awards abstraits. Et donc, c'est les fameux badges que Foursquare a rendus extrêmement célèbres. N'hésitez pas à trouver, à implémenter ça. Alors, les leaderboards. Moi, je connais des startups qui, en ce moment, vivent très mal la fureur de leur communauté parce qu'ils n'ont pas de leaderboard. Et les mecs font plein d'actions, ils partagent plein de trucs. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pour rien. Et donc, ils insultent les types en disant « mais je ne peux pas dire aux autres que je suis premier ». Et c'est étonnant. Moi, j'ai jamais été regarder un leaderboard de ma vie. Mais en fait, encore une fois, vous voyez, le genre de commentaire que je viens de vous faire, c'est typique. Essayez de devenir schizophrène en vous disant que ce n'est pas parce que quelque chose vous paraît bizarre que ça ne vaut pas le coup d'être essayé. D'ailleurs, au contraire, quand quelque chose vous paraît bizarre, essayez-le. Parce que finalement, c'est sans doute dans ces moments-là que vous allez, c'est in obvious que vous trouverez de la valeur, not in the obvious. Alors, l'autre grand point, et je vais finir là-dessus, c'est que l'activation, c'est aussi avant tout des questions de pricing.
Des fois, vous avez des taux de conversion dégueulasses parce que votre modèle de pricing, et alors là je parle pour les gens qui vendent quelque chose, et gloire à eux si vous vendez quelque chose. Des fois, c'est parce que les modèles de pricing sont dégueulasses et vous pouvez changer. Alors, il y a une étude qui a été faite au MIT dans les années 90 et qui montre qu'il vaut mieux toujours avoir 3 pricing que 2. C'est comme ça, empiriquement, il vaut mieux avoir 3 pricing que 2. Et si vous tapez Pricing Optimization ou Pricing Mechanism Design ou Pricing Theory dans Google, vous tomberez sur des centaines d'articles expliquant les théories du pricing. Lisez-les. Vraiment des trucs bêtes. 99 $, ça convertit mieux que 100 $. Pareil, cherchez pas. Enfin, testez-le, vous verrez que ça marche incroyablement bien. L'autre point, donc c'était la fameuse théorie du multiple tiers, je passe au slide. N'hésitez pas à avoir des suggestive tier naming, c'est-à-dire que vous allez réussir à trouver un nom vraiment suggestif en fonction de chaque pricing. Alors c'est compliqué parce qu'il faut à la fois trouver un nom qui n'est pas dévalorisant pour l'autre, parce que si vous mettez un truc pourri, pas mal, ça c'est génial, vous allez avoir un problème. Donc il faut trouver notamment l'histoire du gold, silver, platinum. C'est pas terrible parce que tout le monde va préférer, je sais pas quoi, le gold à silver. Et donc même si c'était plus adapté. Donc essayez de trouver des suggestions de noms qui sont adaptés en fait au segment client que vous visez. Par exemple, ça c'est un très bon exemple. Personnel, je démarre, je suis un business, je suis une entreprise. Vous voyez, il n'y a rien de vexant. Si vous voulez l'utiliser à titre personnel, vous allez pas mal le vivre, que ce soit à titre personnel et pas à titre de business. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver des stratégies. Alors, notamment, si vous connaissez bien votre segment, ça peut être l'occasion de faire une petite plaisanterie. Notamment si vous vous adressez à des gens qui ont des vocables forts. Je ne sais pas si vous vendez aux avocats, vous pouvez peut-être faire des blagues de barreau. Si vous vendez à des médecins, vous avez peut-être des blagues médicales à faire, etc. etc. N'hésitez jamais à essayer de créer du lien intime. L'une des clés du growth hacking et de l'acquisition, c'est de créer une relation intime avec ses utilisateurs. Ne l'oubliez pas. Alors évidemment, un autre truc qui marche, c'est les free trials, les discounts, etc. C'est très efficace. Et n'hésitez jamais à… Alors, un des grands enseignements, qui connaît Banking ici? Superbe. Qui a l'app Banking? Qui a payé l'app Banking? Voilà, elle coûte 6 € pourtant. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi personne ne paye? C'est à tel point que Banking, des fois, reçoit des emails en lui disant « Moi, je ne comprends pas, il n'y a personne qui a payé autour de moi, moi j'ai payé. » Et dans ce cas-là, ils remboursent immédiatement. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'offrir une app payante en la filant gratos à tout le monde, c'était la meilleure façon de faire de l'acquisition sur les App Store et de tweaker les App Store, pour plein de raisons. Donc vous voyez, les stratégies de prix peuvent être directement liées à l'activation. Si vous avez une app qui coûte 5,99 € et que vous offrez gratuitement, vous offrez énormément de valeur. En plus, tous les journalistes tombent dans le piège. Normal, parce que de toute façon, en fait, c'est même pas vraiment un piège. C'est que c'est cool d'offrir un truc à leurs lecteurs avec des codes promo. C'est de la valeur pour eux, c'est de la valeur pour vous, c'est de la valeur pour les utilisateurs. Vous êtes dans la situation où les gens se sentent dans l'urgence de télécharger maintenant et pas plus tard, parce qu'ils ont l'impression que le code va expirer, etc. Et alors, au coup, des fois, on me dit, oui, mais c'est pas possible, les gens se rendent bien compte qu'il y a des codes partout, etc. Sans doute, mais c'est pas grave, ça empêche, ça fait plaisir. Et alors, le dernier, alors ça, je vous encourage, et là, je lance un appel pour les startups B2B ici. Un truc qui cartonne, c'est les bundles. Les bundles, ça cartonne. Si vous pouvez trouver des startups qui ont des offres réciproques et se mettre ensemble, c'est l'une des formes de coopération les plus intelligentes que vous pouvez mettre en place dans un écosystème. Si vous voulez que cet écosystème prenne sens et soit autre chose que venir à des conférences et écouter les types qui parlent sur scène, il faut que vous commenciez à faire des choses intelligentes les uns avec les autres. Il y a 3 chantiers très simples que vous pouvez faire. Les articles en commun. L'une des meilleures façons de faire de newsjacking, c'est de ne pas envoyer aux journalistes un article à propos de soi, mais à propos d'une industrie, et notamment avec ses concurrents. Et je vous assure que la plupart du temps, les marchés sont tellement gros que vous n'allez pas mourir si vos concurrents sont dans un article en même temps que vous. Vous en serez très loin. Mais surtout, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est offrir votre produit de façon groupée à plein de gens.
Et si vous pouvez vous organiser, vous voyez bien que si vous avez 10 startups qui marketent un bundle B2B en même temps, ça aura beaucoup plus d'impact que n'importe quelle startup pris différemment. C'est typiquement le genre de structuration où la force du groupe est très forte.